le dernier moment de cette journée, le deuxième dialogue, qui est l'ouverture, qui est l'apothéose internationale de cette journée. En tout cas, c'est la partie qu'on a appelée les débats outre-Atlantique et outre-Manche. Où en est-on? Parce que c'est revenu assez souvent dans les différentes interventions que la comparaison, en particulier avec les États-Unis, mais pas seulement, a beaucoup joué. On a aussi parlé de la Grande-Bretagne ou d'autres expériences européennes, joue beaucoup en fait dans ces réflexions et dans ces travaux de recherche-là. Donc on a le plaisir d'accueillir 3 chercheurs et chercheuses venus de contextes différents. Donc ces débats outre-Atlantique et outre-Manche, parce qu'on ne s'est pas contenté de traverser l'Atlantique. On a aussi eu à cœur de montrer les différents positionnements et les différentes perspectives, soit que ça peut apporter sur le cas français, mais aussi comment le contexte français est envisagé, ce qui va, je pense, aussi nourrir des réflexions. Et de toute façon, le décentrement est toujours souhaitable et toujours heuristique. Donc, on est très content de terminer par cette session. Donc, je vais présenter nos intervenants. Donc, on a le plaisir d'accueillir donc Anne Morning, qui est professeure de sociologie à la New York University, qui a été l'auteur d'un premier livre en 2011 sur The Nature of Race, où elle étudiait déjà comment les scientifiques définissent la race, en particulier à travers les manuels. Et elle vient de sortir un livre avec Marcello Maneri qui porte sur la conceptualisation de la race, qui s'intitule An Ugly World, et qui compare les États-Unis et l'Italie, donc déjà cette comparaison transatlantique autour de la conceptualisation de la question de race. Nous accueillons également Mathias Meuchel, qui est donc professeur de droit constitutionnel comparé à la Central European University, qui est localisée donc à Vienne, en Autriche. Il est spécialiste des questions de discrimination et en particulier de ce qu'on appelle la Critical Race Theory, parfois CRT, donc la théorie critique de la race. Et il a en particulier travaillé sur la réception de cette théorie en Europe. Donc c'est pour ce point de vue que nous l'accueillons. Et enfin, Reza Zia Ebrahimi, qui est professeur d'histoire, donc historien. On a aussi croisé les disciplines, sociologie, droit et histoire dans cette dernière table ronde. Donc professeur d'histoire à King's College à Londres, et donc spécialiste des questions de race, en particulier en articulation avec le nationalisme, la construction des nationalismes, et travaille en particulier en ce moment sur la racialisation des juifs et des musulmans en Occident, dans l'Ouest, comme vous l'avez écrit. En Occident, ça ne se traduit pas très bien en français, je trouve. Mais donc, dans ces espaces qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, je leur ai aussi transmis une série de questions sur lesquelles ils se sont penchés. On leur a donné la difficile tâche de ne pas s'exprimer dans leur langue maternelle. Ils ont accepté de parler en français. Et donc, c'est aussi pour faciliter cela qu'on a envoyé les questions à l'avance. Mais je suis sûre que ça va très bien se passer après avoir écouté et entendu parler de ces questions-là depuis ce matin en français. Donc la première question que je vais vous poser successivement, c'est d'évoquer dans chacune de vos disciplines, dans chacun de vos lieux d'exercice, de nous dire où en est-on actuellement des débats autour de la recherche sur les questions de race et de racialisation. Et donc, je vous donnerai la parole maintenant, le sens dans lequel vous êtes assis. Donc, Anne, c'est à vous. Merci. Merci, Angéline. Et tout d'abord, je voudrais remercier l'Institut Convergence Migration et surtout le département Intégère de m'avoir invité à participer à cette journée scientifique vraiment splendide. Je me sens très chanceuse d'y participer. Ceci dit, je dois avouer que je me sens nettement moins chanceuse de devoir décrire l'état des lieux de la pensée américaine en ce qui concerne la race et la racialisation. Malgré des domaines intellectuels, des domaines d'activité intellectuelle que j'en considère très fructueux, dans l'ensemble, je suis plutôt déçue par le rythme lent
de notre progrès vers une vraie compréhension de la racialisation comme phénomène social, soit dans le secteur universitaire, soit dans la pensée publique. Vous saurez peut-être déjà que le concept de race a toujours figuré dans la sociologie états-unienne dès son émergence au début du XXe siècle. Il s'agissait de la conception traditionnelle occidentale de la race, c'est-à-dire l'idée provenant du XVIIIe siècle des penseurs comme Linnaeus et Blumenbach, selon lesquels l'espèce humaine serait divisée en 4 ou 5 races biologiques, avec leurs apparences, ainsi que leur tempérament, leur culture variée, tout ça. Et cette notion des races humaines comme des entités biologiques, naturelles et objectives, a malheureusement gardé une place importante dans les sciences sociales états-uniennes jusqu'à la dernière décennie du XXe siècle, je dirais. On faisait constamment des études sur les inégalités entre les groupes racisés ou bien des études sur les communautés de couleur sans mettre en discussion les étiquettes comme noir ou blanc. La race d'une personne était considérée un fait objectif. Alors ce n'est pas surprenant que l'Association sociologique américaine n'a publié sa déclaration sur la race qu'en 2003, et qui était d'ailleurs une affirmation qui se prononçait sur le rôle de la race dans la recherche sociale et qui offrait aussi une définition de la race comme social construct ou construction sociale. Et là, je m'arrête un instant pour noter que le mot racialisation ne s'utilise pas tellement aux États-Unis. À sa place, les Américains ont plus tendance à employer l'expression social construct. Et ainsi, nous perdons peut-être un peu du sens dynamique d'un processus social et mettons par contre l'accent sur le produit achevé des processus historiques. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé vers la fin du XXe siècle pour pousser les sociologues états-uniens vers une conception plus constructiviste de la race? À mon avis, il y a eu 2 facteurs particulièrement importants. Le premier, c'était la découverte, dans les années 90, qu'il y avait beaucoup d'Américains pour lesquels la propre identité raciale n'était pas du tout claire. Il s'agissait surtout des gens que nous appelons multiracial ou biracial, c'est-à-dire des origines raciales mixtes. Mais la question se posait aussi pour la population croissante dite hispanique. Cette prise de conscience que les catégories raciales n'étaient pas si claires, n'étaient pas des faits objectifs et fixes, que les gens exerçaient une certaine liberté de choix et même changeaient d'avis parfois sur l'identité raciale qu'ils préféraient, tout ça a bouleversé la routine habituelle de considérer la race comme une caractéristique fixe de nos corps. Le deuxième facteur qui nous a aidé à comprendre la nature sociale de la race, à mon avis, est la recherche génétique, illustrée surtout par le séquençage du génome humain en 2000. Cette recherche démontre depuis des décennies que nos catégories raciales ne correspondent guère à des groupes génétiques. Et ces résultats ont indiqué une source sociale et non biologique de nos groupements raciaux. Alors, ce nouvel intérêt dans la sociologie américaine pour les racines sociales des groupements raciaux a débouché sur des études non seulement des identités raciales, bien sûr, mais aussi des études sur les pratiques étatiques de classification raciale et aussi des études des concepts de race dans divers domaines, tels les sciences et les organisations. Et pourtant, comme je vous ai indiqué au début de mon commentaire, je suis plutôt déçue par l'état actuel de la pensée états-unienne relative à la race. Il suffit de jeter un coup d'œil au discours politique ou aux informations du pays pour comprendre que l'idée de race naturelle et fixe, ainsi que les stéréotypes les plus horribles, survivent très bien dans mon pays. Encore plus inquiétant, beaucoup de chercheurs états-uniens, soit dans les sciences sociales, soit dans la biologie, continuent à utiliser des classifications raciales dans leurs études sans se demander trop ce que ces catégories représentent. En fait, je suis actuellement membre d'un comité établi par les Académies nationales des sciences, ingénierie et médecine pour débattre l'utilisation des systèmes de classification comme la race, l'ethnicité et l'ascendance dans la recherche génomique. Nous sommes une commission surtout de généticiens, mais avec quelques experts en sciences sociales,
qui se trouvent obligés à confronter des habitudes et des croyances assez fermes qui continuent à lier les classifications raciales à la biologie. Et donc, pour conclure, je constate que nous sommes encore loin aux États-Unis d'une conception de la race qui comprend pleinement la racialisation sociale. Maintenant, je passe la parole à Mathias. Merci. Oui, merci pour cette invitation. Merci aux organisateurs, aux organisatrices. C'est vraiment un plaisir d'être là. Et en fait, le titre disait Outre-mer, Outre-Manche. Et en fait, moi, je me trouve plutôt dans Outre-Rhin et Outre-Alpes, hein, si jamais, parce que bon, et le lieu d'exercice aussi, j'étais un peu, je me demandais, oui, où est-ce qu'est mon lieu d'exercice, parce que je suis né en Italie, j'ai grandi en Italie, j'ai fait mes études de droit en Italie, mais en fait, je suis autrichien, allemand. J'ai vécu en France quelques années et à Budapest pendant que la CU, Central European University, était encore là. Et maintenant, je suis en Autriche. Voilà. Donc, lieu d'exercice, mais en fait, qui croise un peu les pays dont j'ai parlé là. C'est à peu près aussi le domaine dans lequel géographiquement ou juridiquement où je travaille, je fais les analyses sur la question raciale et l'application, la non-application surtout de la critical race theory dans ces domaines, dans ces pays, dans ce domaine, dans le droit de ces pays. Pour la partie de ma discipline, c'est un peu plus simple parce qu'en fait, ma discipline, c'est le droit, c'est les juristes. Et la réponse en théorie est très simple là aussi. Et la réponse que l'état des droits est très, très, très limité. Vous avez déjà entendu Serge Lama qui a expliqué que le droit, c'est extrêmement difficile de parler de la question. D'autant plus déjà la question race, c'est encore une chose. Et ironiquement, c'est quasiment plus simple. Mais quand je regarde le titre du colloque, racialisation, c'est un processus. Et le droit, il fait tout, c'est des classifications. Donc on crée des classifications et donc déjà un processus, en dehors bien sûr de la procédure civile, la procédure pénale, procédure administrative, mais le processus de racialisation en tant que tel, il n'est pas appréhendé par le droit. Donc la race comme catégorie inscrite, et là aussi les débats sont très limités, donc de temps en temps, et ça dans les comparaisons France, Autriche, Allemagne, Italie, on a de temps en temps quelques publications, quelques revues, un numéro spécialisé qui discute la question. Et là aussi, les questions, c'est assez similaire sur la question de est-ce qu'il faut enlever, oui ou non, le mot race de la Constitution donc ça, on l'a eu en Allemagne, on l'a eu en France, en Autriche, ils l'ont fait. Donc maintenant, en Autriche, on ne parle plus de race, on parle de appartenance ethnique. Donc en fait, ethnische Zugehörigkeit, ce qui est quand même très, très, très intéressant. Donc, un peu sur les discriminations positives, de temps en temps, il y a quelque chose qui sort, mais en fait, les débats sont très pauvres. Très pauvres. Donc, et surtout, il y a aussi une sorte de... Et après, on va aussi regarder en droit positif. On a très peu, donc les juristes, et ça aussi je vais faire une petite référence à la question aussi de la critical race theory, parce que moi, quand je suis dans ces contextes, je suis toujours jaloux avec les historiens, les sociologues, les philosophes, une sorte de waouh, cette liberté, cette richesse de débat, de discussion, de recherche, comparée à ce qu'on fait en droit. On le perçoit comme une sorte de liberté, de breath of fresh air quasiment, quand on vient dans ces colloques, parce que en droit continental européen, c'est pas du tout le cas. Or maintenant, cette jalousie, je l'ai aussi quand je vais aux États-Unis, là où la critical race theory elle est née dans les facultés de droit. Mais là aussi, je pense qu'il y a une énorme différence entre la manière de concevoir le droit aux États-Unis, le droit de common law, mais aussi en Angleterre, et Reza vous en parlera bientôt, en Angleterre, de penser le common law à l'opposé du système de droit civique. Normalement, on parle toujours, on fait un peu de grandes distinctions. Common law, c'est judge-made law, ça suit le précédent juridique, donc les tribunaux. Et civil law, par contre, c'est statute-made law, c'est le droit fait par la législation. Mais en fait, je pense que la grande différence est une autre, qu'en fait, la civil law est enseignée à partir du XIIe siècle, XIe siècle, dans les universités à Bologne. Donc, une science juridique, une science qui s'est formée dans le contexte. Et donc, bien sûr, de ces sciences-là, on a élaboré des codes plus tard, des codes. Par contre, dans le domaine anglo-saxon, donc dans le common law, la formation des juristes est faite dans les tribunaux. Donc, c'est pas du tout... Et les écoles de droit aux États-Unis, c'est des professional schools.
On le fait après en avoir fait 4 ans d'études à la base, et après on va dans une professional school. Donc on n'a pas du tout cette prétention de scientificité, d'objectivité, de créer un système qui donne beaucoup plus de liberté et qui fait aussi que les juristes américains, c'est des politiciens. Obama, Michelle Obama, le président, ils ont tous étudié le droit. Donc c'est des juristes. On n'a pas du tout ça en Europe, où les juristes, c'est des techniciens, c'est des scientifiques. Et donc le débat est très, très différent. Et ce qui a rendu extrêmement, extrêmement difficile, et le droit, les sciences juridiques, est extrêmement étanche contre toutes sortes d'interventions perçues en tant qu'externes au droit, à savoir les savoirs sociologiques. Et là aussi, la formation aux États-Unis, il y a eu une révolution, les legal realism, dans les années 30, qui ont intégré ces connaissances dans les facultés et dans l'enseignement de droit. Ce qui fait qu'on a des sociologues, des politiciens qui travaillent dans les facultés de droit, ce qui n'est pas possible ici en Europe, pas du tout. Et donc, même ici en France, sur même la question du féminisme, des analyses genrées du droit, c'était quasiment une révolution quand, avec le projet Régine à Nanterre, on l'a fait quelque part, c'était quasiment une sorte c'était presque incroyable. Donc, on prend ça, on transfère cette question à la question raciale en droit. Et sur ça, c'est pas que la France, c'est cette approche de comprendre le droit comme système universel, objectif, scientifique, et qu'on étudie en tant que tel, et même finalement sur la question des catégorisations, les questions sont très différentes et restent très restreintes. On peut prendre des exemples d'Italie, par exemple, où il y avait un juge qui devait décider si le fait que quelqu'un qui était venu d'Italie du Sud et qui n'a pas eu un job à Milan, dans l'Italie du Nord, et il a porté plainte, il a dit que c'était une forme de discrimination raciale. Et donc le juge doit décider, trancher oui ou non, discrimination raciale. On a des affaires en Allemagne sur des Allemands de l'Est qui n'ont pas eu un job à Berlin ou à Cologne et qui ont porté plainte en disant que c'était une discrimination raciale. Et le juge doit trancher oui, non, après. Et c'est pour ça que tous les débats qui sont extrêmement importants, peut-être ils paraissent un peu simplistes aussi, sur l'élimination du mot race de la législation, une fois qu'on enlève ce mot, une fois qu'on enlève les instruments, les mots de ces instruments, les débats juridiques deviennent quasiment vides. Et moi, je me trouve à mon travail en tant que juriste qui regarde ces questions-là, c'est une forme de... on a mentionné plusieurs fois la question de déracialisation, mais pas du tout dans le sens sabagien, pour dire ce matin, quand Daniel l'a mentionné, pas du tout de penser comme ça, mais de regarder de quelle manière le droit déracialise certaines affaires et enlève la race. Et donc, c'est quasiment ça le travail énorme qu'on fait ou qu'on devrait faire si on a un regard critique sur le droit. Comment, dans certaines affaires qui sont pertinemment... Donc, il y a une affaire italienne horrible, mais Anne travaille aussi sur une autre récente, où un garçon de 18 ans, noir d'origine italien, d'origine africaine, a été tué avec le meurtrier qui disait, je ne vais pas prononcer les mots, mais qui disait clairement « je vais te fracasser la tête, sale », et après le reste, le dernier mot, vous pouvez l'imaginer. Et dans les tribunaux, quand l'affaire monte dans la situation, on enlève parce que ça c'est une des manières de laquelle on peut appréhender la question de la race au travers du droit de la non-discrimination, qui comprend à la fois le droit pénal, un peu du droit de travail et un peu des droits de l'homme. Donc là, on a des ouvertures dans lesquelles on peut parler de la question raciale en tant que juriste. Mais dans ce cas-là, quasiment, c'était le procureur qui a dit c'était pas du tout une question raciale ici, c'était tout simplement que ces gens avaient un instinct de protection de leur territoire, et donc c'était pas du tout, ça n'avait rien à voir avec un mobile raciste, et le juge leur a donné raison. Et donc finalement, le travail en tant que criticien, pour ainsi dire, quelqu'un qui veut regarder les questions raciales et la construction raciale devient plutôt comment le droit déconstruit la race et déracialise certaines situations qui pourraient être complètement ou devraient être complètement racialisées d'une certaine manière. Donc un travail très minutieux, très petit, mais jamais ce type de grande analyse qu'on pourrait et devrait faire. Et je regardais aussi le titre « Convergence migration », par exemple, toute une série de questions qu'au droit continental européen, les juristes continentaux européens, on n'est pas permis d'introduire quasiment l'analyse raciale dans les questions de migration, asile, parce que les conventions même, la convention onusienne dit à l'article 1.3 que les questions de nationalité, etc., sont exclues de
de l'application de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale, tout comme la directive européenne, elle ne s'applique pas dans ce champ. Donc on a déjà enlevé là où ça pourrait s'appliquer. Bien sûr, si je suis un juriste très limité, avec une approche très limitée dans ce domaine, je n'irai pas. Mais ça, c'est une autre question. Après, sur la question 2, 3, on passe sur... mais en tout cas, le champ juridique est extrêmement limité dans ces réalités dans lesquelles je travaille. Et c'est un peu autre chose quand même aux États-Unis et en Angleterre, pour d'autres raisons aussi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bien évidemment, je remercie les organisateurs pour m'avoir invité, mais je voudrais également remercier tout d'abord les intervenants qui m'ont précédé, car les débats ont été tellement passionnants que nous nous retrouvons quasiment à 16h30 avec une salle encore pleine, ce qui est déjà pas mal. Donc, je suis censé parler de mon lieu d'exercice, qui est le Royaume-Uni. Mon sort est quelque peu ironique, puisque au Royaume-Uni, je suis considéré comme un spécialiste de la France, parce que j'ai écrit un livre en français, et qu'en France, je suis un spécialiste du Royaume-Uni, parce que j'y vis et que j'y travaille. Maintenant, au risque de décevoir les mêmes organisateurs que j'ai remerciés, je me dois de préciser que malheureusement, je suis ni l'un ni l'autre. Je ne travaille pas sur le Royaume-Uni et je n'ai jamais vécu en France. J'ai vécu en Suisse et donc maintenant j'attends avec impatience les résultats des travaux de Claire Kosker pour savoir si je suis un expat ou un immigré. Pour comble de tout, j'ai une fâcheuse tendance à récuser les comparaisons entre les pays, puisqu'en bon historien des nationalismes, je considère l'État-nation comme une invention relativement récente et je considère les théories et les pratiques raciales comme étant fondamentalement transnationales, enfin certainement dans l'espace transatlantique de l'Occident postcolonial sur lequel je me penche. Ces quelques précisions étant, je vais néanmoins honorer mon engagement ici et essayer de mettre mon expérience et ma recherche à profit afin de fournir quelques bases que j'espère utiles pour réfléchir de manière comparative sur la réception du concept de racialisation ici et outre-Manche. Et pour ce faire, je vais parler tout d'abord un petit peu de mon champ d'études sur l'islamophobie ainsi que la racialisation des musulmans, car mes consoeurs et mes confrères britanniques sont très investis dans ce sujet d'études actuellement. Il s'agit à l'heure actuelle aussi un petit peu de l'ultime frontière, si l'on veut, du Far West des études raciales, étant donné l'adage bien connu du déni d'islamophobie que vous connaissez tous. L'islamophobie ne peut pas être une forme de racisme puisque l'islam n'est pas une race. Adage qui prend ses racines, je pense, dans des habitudes sociales qui s'imaginent que la race est un fait sinon objectif, mais du moins visible sur le corps des sujets racisés. Je crois que Anne Morning nous l'a mentionné dans le contexte américain. Et je vais donc ensuite donner une petite synthèse des modalités de mon utilisation du concept de la racialisation pour interroger les croisements de l'antisémitisme et de l'islamophobie à travers l'histoire. Donc, le champ d'études sur l'islamophobie se situe clairement dans la lignée des études postcoloniales, ainsi que la critique de l'orientalisme. C'est un champ de recherche relativement récent. Personnellement, je dis toujours que le champ est né en 2010, car c'est à peu près à ce moment-là que la recherche universitaire a réussi enfin à se libérer de la spirale infernale des débats étymologiques sur l'origine du mot islamophobie et qu'est-ce qu'il veut dire, est-ce que c'est le bon mot, etc., etc. Débat que votre élite politique a préservé religieusement, elle ne s'en est jamais émancipée. Le premier journal, donc le Journal of Islamophobia Studies, n'a été fondé qu'en 2012. Mais par contre, donc parlant de pays et d'États-nations, ces études sont très bien implantées
Au Royaume-Uni, j'ai beaucoup de confrères, de consoeurs qui travaillent sur le sujet. Vous ne les connaissez peut-être pas, mais Salman Saïd, Abdul Karim Vakil, Nassar Mir, Tariq Moudoud, etc., etc. Il y a plusieurs écoles ou sous-champs, puisque mes consoeurs et mes confrères sont anthropologues, sociologues, historiens, voire psychologues. Il y a ceux pour qui l'islamophobie apparaît au lendemain du 11 septembre et ceux pour qui elle remonterait à la première croisade. Il y a ceux qui arrivent à l'étude de l'islamophobie après s'être penchés sur le discours d'extrême droite. D'autres qui y arrivent par le biais du discours antiterroriste et de la radicalisation. Certains interrogent le fémonationalisme, d'autres l'homonationalisme et d'autres encore le sionisme radical. Il y a beaucoup de modèles théoriques véritablement innovants et intéressants. Et donc, bref, c'est un champ extrêmement dynamique en ce moment où on fait toutes sortes de choses. Ce qui soulève évidemment la question pertinente de savoir s'il y a un dénominateur commun ou un consensus dans ce petit monde des études sur l'islamophobie. Et ma réponse est positive. Oui, il y a un consensus auquel souscrit la majorité des collègues, enfin moins une ou deux voix discordantes. Et ce consensus est que effectivement les musulmans sont racisés. Dès lors, l'islamophobie devrait être analysée comme un type de racisme, et ce grâce à l'appareillage théorique développé par l'étude du racisme de couleur, notamment la sociologie de la race au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi que la littérature de critique coloniale en langue française, Césaire, Fanon, etc. Donc le champ a intégré la critique saïdienne de l'orientalisme, mais va bien au-delà. Aujourd'hui, c'est un champ bien plus riche. Tout cela a un corollaire important, qui est que l'étude de l'islamophobie tient beaucoup compte du cadrage théorique qui signifie le racisme en tant que système, c'est-à-dire que l'islamophobie est vue comme un racisme systémique et institutionnalisé au sein d'un régime donc, de domination entre la population majoritaire et les musulmans racisés. Ceci lui permet d'offrir une véritable analyse critique des États occidentaux, mais pas que. La Turquie kémaliste, la Chine de Xi Jinping, l'Inde de la suprématie hindoue ont toutes fait l'objet d'études, et votre serviteur s'est penché sur le nationalisme monarchiste iranien qui comporte également un élément islamophobe prédominant. Au vu de ce qui précède, la question de la racialisation est donc au cœur du champ. Selon Brian Klug, c'est même la voie qui offre le plus de potentiel analytique. Notez en passant que Brian Klug est un historien de l'antisémitisme. Il n'est pas rare au Royaume-Uni que des historiens de l'antisémitisme se penchent sur l'islamophobie, ce qui est à peu près inconcevable, je pense, en France. Donc il est considéré que les musulmans sont affublés de caractères raciaux qui sont immuables et héréditaires, notamment leur dangerosité et leur violence innée qui demandent d'être surveillés et punis. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Un exemple contemporain que je tire des travaux de Harun Kunnani, qui se trouve être américain en fait, mais qui travaille beaucoup sur le Royaume-Uni. Le discours de la racialisation des musulmans est partie intégrante de l'appareillage antiterroriste au Royaume-Uni, ainsi que de la militarisation des frontières britanniques, mais également européennes, qui se conceptualisent principalement, mais pas uniquement, comme un moyen de nous protéger de l'islam / islamisme / djihadisme. La frontière entre ces idées est toujours floue. Et pour être encore plus précis, je vais parler d'une politique qui existe au Royaume-Uni qui s'appelle Prevent, donc du verbe prévenir, Prevent Strategy, qui est en fait, qui impose une obligation légale aux instituteurs, aux professeurs d'université, aux infirmiers, aux médecins, etc., à tout agent de l'État, à dénoncer des cas qu'ils considéraient comme des cas de radicalisation possible.
Donc l'accent est mis sur la perception d'individus, ce qui évidemment soulève des problèmes que vous pouvez vous imaginer, puisqu'il s'agit principalement de comportements religieux musulmans, tels que se laisser pousser la barbe, se voiler, etc., etc. Et il y a également dans la législation des circonstances, ou plutôt dans les directives, des circonstances aggravantes. Si en plus d'être un musulman visible et visiblement pratiquant, si en plus vous critiquez les pratiques de l'État, par exemple si vous parlez de l'islamophobie, si vous fustigez les guerres coloniales, notamment en Irak, ou si vous avez de la sympathie pour la cause palestinienne, tout cela est considéré comme des signes de radicalisation qui peuvent vous valoir une dénonciation, ce qui peut avoir des conséquences assez sévères pour votre vie et votre carrière. J'ai un exemple personnel. Lorsque la reine, pardon, je devrais dire feu Sa Majesté la reine, lorsqu'elle a visité mon institution, donc King's College London, il y a quelques années, mon institution a interdit l'accès de certains étudiants au site de l'université, évidemment sans leur dire quoi que ce soit. La raison est que ces étudiants avaient participé à des manifestations pour la Palestine. Donc, mon institution collabore avec la police pour ficher comme potentiellement dangereux des étudiants qui font partie du mouvement BDS. Donc tout ça va assez loin. Évidemment, il s'agit d'étudiants musulmans reconnaissables, sommatiquement j'entends, principalement des filles voilées. Et donc cela démontre la complicité institutionnelle remarquable que ce Prevent Strategy met en place pour les rapports de domination islamophobes. J'en reviens maintenant rapidement à mon travail. Mon travail se trouve à l'intersection entre l'antisémitisme et l'islamophobie. Et peut-être tout cela vous intéresse puisque c'est précisément ma préoccupation avec la racialisation qui m'a amené à étudier ces croisements entre l'antisémitisme et l'islamophobie. La raison est toute simple. Je pense que la racialisation des Juifs, qui sont également un groupe, enfin d'abord religieux, leur racialisation est relativement bien, peut-être pas étudiée, mais bien notée. Et donc cela fournit un modèle et un précédent évident pour étudier la racialisation des musulmans. Je dis relativement, car j'ai quelques critiques à formuler à l'égard de la sagesse savante qui veut que les Juifs fussent d'abord un groupe religieux et donc les cibles d'une espèce de préjugés religieux, et que tout d'un coup, à un moment, dans la deuxième moitié du 19e siècle, à un moment défini avec pas mal de précision, ils sont devenus un groupe racial. Donc si vous remontez, si vous voulez, au texte fondateur de l'étude de l'antisémitisme, Hannah Arendt ou Léon Poliakov, ici en France, vous trouverez cette vision séquencée de la racialisation juive, qui est quelque peu problématique, je pense. Je pense pour ma part que la racialisation des Juifs est observable au moins déjà dans l'Ibérie de la Reconquête au XVIe siècle. On en parlait avec Cécile Vidal ce matin. Donc lorsque le principe de pureté de sang présuppose que le sang juif et le sang musulman, donc notez le croisement historique, véhicule des caractéristiques héréditaires et immuables, donc raciales. Donc, première conclusion, il est erroné pour moi d'associer la race, la racialisation, les structures raciales avec l'époque moderne et contemporaine. Que l'on parle d'ailleurs de racialisation biologique, somatique ou culturelle. Je pense qu'il y a des cas notés par Géraldine Eng, par exemple, déjà au Moyen-Âge, où on voit une préoccupation avec le corps, une préoccupation avec la couleur, avec les humeurs, avec les cheveux, etc. À une époque où on s'imagine que le corps des Juifs émet une odeur particulière, le Foetor judaicus, etc. Mais outre cette prémodernité de la racialisation, il y a autre chose. Mon observation suggère que la racialisation biologique et culturelle ne sont pas séparées et séquencées comme on suppose, mais souvent combinées. Donc,
par exemple, excusez-moi de passer du coq à l'âne historiquement, donc le juif des nazis, par exemple, est un membre de la race juive biologique, mais la figure imaginaire du juif chez les nazis, donc le juif entre guillemets, comme dirait Brian Klug, est défini culturellement comme parasitique, comme exploiteur, cosmopolite, usurier, etc. De même, dans l'Algérie française, l'indigène musulman est culturellement racisé, puisqu'il est considéré comme violent, haïssant la science, etc. Mais il est également biologique, puisqu'il est censé avoir une sexualité différente et déviante de la norme blanche. Et troisième conclusion, je vais conclure là pour la première partie de la présentation. Et c'est là que j'utilise la sociologie de la race états-unienne principalement. C'est que ces altérités du juif et du musulman à travers l'histoire sont ensuite au cœur de vastes systèmes de domination et de discrimination qui les vivent. Ce n'est pas juste des idées. Déjà au Moyen-Âge, lorsque des juifs et des musulmans vivent sous le joug de princes chrétiens, comme au royaume de Jérusalem, dans la Sicile du XIe, XIIe, XIIIe siècle et dans les États chrétiens de la péninsule ibérique, déjà à cette époque-là, les juifs et les musulmans sont frappés par un certain nombre d'interdictions. Ils ne peuvent pas se montrer pendant la Semaine Sainte, ils ne peuvent pas avoir de domestiques chrétiens, ils doivent porter des signes distinctifs pour contrôler leur sexualité et empêcher les métissages. Dans l'Ibérie de la Reconquête, même les descendants des Juifs et des musulmans, donc des gens qui sont des chrétiens depuis plusieurs générations, ce qu'on appelle les Maranes et les Morisques, vivent sous un régime racial très strict de discrimination et de domination par le biais de l'idée de pureté de sang. Et donc, évidemment, il en va de même pour les musulmans du 19e et du 20e siècle en milieu colonial, en Algérie française, en Égypte et en Inde, etc. Et également pour les Juifs, que ce soit dans l'Europe autoritaire de l'Est au 19e et au 20e siècle, donc dans la zone de résidence où vivent l'écrasante majorité des Juifs européens avant la Deuxième Guerre, mais également dans l'Europe des Lumières où les Juifs ont été émancipés. Donc ce n'est pas seulement des idées, c'est des idées qui participent à des systèmes de domination, à des régimes de pouvoir. Merci beaucoup pour ce premier tour de table sur les spécificités de chacun de vos contextes. La deuxième question portait à nous ramener un petit peu à ce pourquoi nous sommes là, c'est est-ce que vous voyez par rapport au contexte dans lequel vous travaillez des similarités avec le contexte français? Est-ce que finalement, il n'y a peut-être pas qu'en France qu'on se heurte à des obstacles? Je pense que vous avez déjà donné quelques indications, mais est-ce que vous pourriez peut-être, chacun d'entre vous, les uns après les autres, évoquer ces similarités entre votre contexte de travail et le contexte français? Anne. Oui, je pense. Vous pensez qu'on n'a pas assez de temps? Oui, vous avez préparé comme ça, alors on fait la deuxième question. Et peut-être que cette fois-ci, 5 minutes. Oui, là c'était 10. Même de moins. D'accord. Bon, il faut dire que pour moi, mon impression du contexte français est assez influencée par les recherches que j'ai menées sur l'Italie. Pour mon nouveau livre, An Ugly Word, Rethinking Race in Italy and the United States, coécrit avec un sociologue italien, Marcello Maneri, de l'Université de Milan. Des écrits par des chercheurs français ont été particulièrement précieux pour ce projet. Mais quand nous avons commencé la recherche pour ce livre, il y a presque 10 ans, je considérais le cas français comme utile pour éclairer la situation italienne. Mais je ne voyais pas vraiment de lien entre la France et les États-Unis. Mais dans les dernières années, j'ai été frappée par la convergence des tentatives politiques aux États-Unis comme en France de supprimer le discours public au sujet de la race et du racisme. Quand la France a commencé le processus d'éliminer le mot race de la Constitution ou bien d'autres lois, matière dans laquelle Mathias est expert, j'ai pensé que ça ne pourrait jamais se passer aux États-Unis. Mais aujourd'hui, nous assistons à un mouvement assez féroce dans les assemblées législatives de plusieurs États américains pour interdire l'enseignement de l'histoire du racisme dans notre pays. Donc la tentation politique d'effacer le discours public relatif à la race me semble très similaire dans les deux pays. Ceci dit,
Les recherches que nous avons faites en Italie, ainsi que les réactions à celles-ci de la part de nos collègues français, me font penser que le contexte français est plus semblable à celui que nous avons constaté en Italie. En Italie, il ne faut pas dire le mot race, razza, mais des croyances raciales, par exemple, sur les caractéristiques supposées des gens identifiés comme noirs ou comme blancs. Ces idées-là survivent, même si on ne prononce pas le mot razza. Et cela me rappelle des études ethnographiques françaises sur les normes discursives relatives à la race que j'ai pu lire. Et donc, pour moi, quand je pense au contexte italien, je vois des liens, certains liens politiques intéressants avec les États-Unis, mais c'est plutôt le cas italien qui me vient à l'esprit. Merci. Merci beaucoup, Mathias. Oui, alors, comme j'avais déjà dit, les commonalités, les similarités sont plusieurs. Donc, d'une part, que les systèmes que je regarde, donc Italie, Autriche, France, Allemagne, surtout, se ressemblent parce qu'ils font tous partie des pays de droit civique. Donc avec cette idée de scientificité, objectivité, universalité du droit. Donc ça, il y a déjà cette commonalité-là. Après aussi, ce qu'ils partagent, c'est ce rejet de la race, rejet de la notion de la race, plus ou moins forte dans les différents pays, mais ça aussi dans les systèmes, mais ça dans les systèmes du droit du continental européen. Et donc, où on n'a pas déjà rejet de la notion de race, mais aussi des statistiques, contrairement à l'Angleterre ou l'Irlande, les systèmes de common law, où en fait, non, on n'a pas ces problématiques-là. Donc, de ce point de vue-là, on a plutôt de similarités que de différences. Après, le déni et le rejet de la race, pourquoi ? Là, je trouve sur le plan discursif, c'est très intéressant, il y a quand même des différences. Donc, si on va regarder en Allemagne et en Autriche, bien sûr, c'est la question de l'Holocauste, et qui, à mon avis, explique aussi pourquoi dans le reste du continent, parce que tous ces pays ont été touchés d'une manière ou de l'autre par le nazisme. Donc, on va jusqu'à la Norvège, la Suède, les pays de l'Europe de l'Est, l'Italie, la France, etc. Donc, personne n'est resté intouché. Donc, cette idée que le Holocauste a pu créer ce déni de on ne va plus jamais utiliser ce mot, les statistiques, etc. Donc, mais en Allemagne, en Autriche, clairement, ce focus-là a fait oublier toute une série d'autres choses, mais quelqu'un a parlé de Holocaust exceptionalism et qui oublie aussi la question de la colonisation, la question des Roms, etc. En France, je ne dois pas dire républicanisme, vous connaissez mieux les oublis, les silences, etc., les rejets que ça entraîne. Mais après, il y a aussi d'autres arguments qui sont mobilisés. Pourquoi on ne devrait pas utiliser la race ? En Europe du Nord, par exemple, en Scandinavie, c'est à peu près l'argument, nous n'avions pas participé à la colonisation, à la traite, etc. Et donc, nous n'avions pas de colonie, ce qui est effectivement historiquement est assez faux parce que le Danemark, la Suède aussi ont participé. Mais bon, c'est ces arguments qui sont mobilisés pour justifier pourquoi on ne devrait pas utiliser la race. Donc, des similarités, mais avec des arguments différents. Et ce que je trouve quand même assez intéressant aussi en Europe centrale, et c'est non seulement, nous n'avons pas participé et profité de l'esclavage, ou qu'on était victime quasiment du nazisme, et donc les exportations, les déportations ont été des déportations forcées par les nazis sur nous, mais ce qui quand même, nous, en plus, il y a un autre argument que nous, on ne peut pas être raciste, on ne peut pas avoir utilisé la race parce que nous étions nous-mêmes colonisés par la Russie et par le communisme. Donc en fait, une sorte de double argument de la question pourquoi on ne doit pas utiliser la race, et qui oublie quand même complètement aussi qu'il y avait des Roms qui ont été mis en esclavage, et le traitement des Roms aujourd'hui, au-delà de la question juive et du racisme existant envers les personnes, d'autres minorités racisées. J'enseigne ce cours de Critical Race Theory depuis des années, et avant avec la Central European University, on était à Budapest, et j'avais les témoignages réguliers de nos étudiants africains ou musulmans de ce qu'il passait avec eux dans la ville, de racisme, everyday racism. Donc voilà. Mais ce que je trouve intéressant, c'est beaucoup de similarités, mais après les arguments qui sont mobilisés pour justifier pourquoi ne pas parler de race, ne pas l'utiliser, sont différents. C'est très intéressant, merci beaucoup. Alors, Reza, est-ce que vous pensez avoir déjà évoqué ces questions de similarité avec le contexte français, ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter ? Non, je me suis senti inspiré par tout ce qui a été dit. D'accord, voilà, je m'en doutais. Je vais parler pendant 20 minutes. Non, j'aimerais juste comparer certaines choses qui se passent plus dans l'espace, enfin la sphère publique au Royaume-Uni et en France.
Je pense qu'il y a des différences notables sur la manière de discuter de la race et également de l'islamophobie, mais là où je m'interroge, c'est est-ce que cela a des conséquences concrètes, positives pour les musulmans au Royaume-Uni? J'en doute. En France, le consensus sur le déni de l'islamophobie est absolument universel. L'antipathie est généralisée envers le terme, mais en réalité à ce qu'il représente, c'est-à-dire une revendication autonome d'égalité. Et il y a une mobilisation de principes consensuels pour ce faire, la laïcité, la République, les valeurs, etc., etc. Et les voix musulmans autonomes sont réduites au silence, parfois par l'intervention directe de l'État, comme dans le cas du collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF. Au Royaume-Uni, les choses sont un peu différentes. Le déni ouvert de l'islamophobie est très situé à l'extrême droite. Donc, je pense à des personnages tels que Melanie Phillips ou Douglas Murray. Alors, ce n'est pas des personnages marginaux, mais c'est des personnages qui sont quand même très marqués à l'extrême droite. Il y a également au Royaume-Uni une définition officielle de l'islamophobie par un groupe interparlementaire. Je vous l'ai traduit. Alors, ça dit « L'islamophobie prend ses racines dans le racisme. Il s'agit d'un racisme qui cible les expressions d'islamité réelles ou perçues. » C'est une bonne définition de travail. Précisons tout de même que cette définition a été adoptée par tous les partis politiques, sauf le plus grand, celui qui est au pouvoir actuellement, le Parti conservateur. Contrairement à la définition de l'antisémitisme de l'IHRA, c'est-à-dire l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui, malgré les problèmes évidents qu'elle pose, a été adoptée par tous les partis et de très nombreuses associations et institutions, y compris mon institution. Donc, nous avons une définition, nous avons des statistiques, nous avons une reconnaissance de la race. Est-ce que cela se traduit par une plus grande vigilance à l'encontre de l'islamophobie? La question est clairement non. Et cela a quelque chose à voir avec le rejet étatique de l'idée que les musulmans puissent être racialisés. Il y a au Royaume-Uni la législation antidiscriminatoire, ce qui s'appelle la Race Relations Act, loi sur les relations interraciales de 1964. Cette loi protège spécifiquement les groupes raciaux. D'accord ? Donc, selon la loi, des groupes définis par la race. Donc, il y a une espèce de présomption d'objectivité de la race dans la loi. La jurisprudence britannique a, depuis les années 1980, étendu la définition du groupe racial pour y inclure des groupes religieux, tels que les Juifs et les Sikhs. C'est les deux seuls groupes religieux qui sont maintenant considérés comme des groupes raciaux. Mais au jour d'aujourd'hui, les musulmans ne sont pas reconnus comme un groupe racial. Et il y a peu de chances que cette situation change, étant donné que les tribunaux se prévalent régulièrement de la soi-disant hétérogénéité des musulmans pour rejeter des plaintes de discrimination. Donc, pour récapituler, l'État et le système judiciaire ne reconnaissent pas le processus de racialisation des musulmans, malgré la définition subventionnée qui, elle, la reconnaît spécifiquement. Principalement parce que la loi semble considérer la race comme un fait objectif, visible, somatique, historique, etc. Et deux, la discrimination directe envers les musulmans n'est pas punissable par la loi, à moins qu'on puisse démontrer une autre forme de discrimination, par exemple contre la nationalité pakistanaise ou la couleur de peau. Et donc, trois, et je m'arrête là, je promets, les musulmans sont moins bien lotis, si vous voulez, que d'autres groupes, à savoir les juifs et les sikhs. Et je serais curieux de savoir si la situation est différente en France, où, me semble-t-il, en tout cas, la législation protège également les individus contre la discrimination basée sur la religion. Mais est-ce que les lois contre le voile et le séparatisme, etc., ne limitent pas cette efficacité? C'est une question que je pose à l'assistance. Surtout la loi est différente. Merci beaucoup. Il y avait une troisième question maintenant, puisque depuis la France, donc on l'a bien rappelé, une partie des débats concerne la supposée importation de concepts qui viendraient de l'extérieur. Et donc, on aimerait avoir votre avis sur, de votre point de vue, qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de... est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il y a des choses qui viennent de chez vous? Ou en tout cas, voilà, est-ce que cette accusation d'importation de concepts
concepts qui ont été créés ailleurs? Est-ce que ça inspire comme réflexion, puisque vous êtes spécialiste chacun de ces questions? Bon, je dois avouer que l'image d'un trafic d'idées illicites et dangereuses qui proviennent de mon pays, en fait, ça me laisse un peu perplexe, si je veux dire comme ça. Même ça a tendance à me faire rire un peu. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, la première raison, c'est que cette image suggère un effort, une tentative délibérée de la part des Américains de bouleverser le champ académique en France, qui me semble absurde. En général, les États-Unis, y compris les universitaires, s'intéressent bien peu au monde au-delà de leurs frontières. Et donc, l'idée d'un complot anglophone pour noyer la vie intellectuelle française avec l'intersectionnalisme et le postcolonialisme me semble vraiment un peu tiré par les cheveux. Mais la deuxième source de ma perplexité concerne l'étiquette islamo-gauchiste. Alors, si j'ai bien compris, les hommes et les femmes politiques qui s'opposent aux recherches et aux enseignements... de savoir ce que tu en penses, ok. Oui, les hommes et les femmes politiques qui s'opposent aux recherches et aux enseignements qui prennent en compte le poids de la racialisation, du genre, le colonialisme, etc. Ils disent que ces sujets vont créer des divisions au sein de la société française, une société qui, autrement, ne reconnaît ni tolère des étiquettes ethniques ou communautaristes. Alors, pourquoi utiliser une étiquette comme islamo si vous êtes contre l'identification des groupes à part ceux nationaux? Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Je suis également déconcertée par la croyance qu'il est nécessaire de protéger les savants des idées nouvelles ou peu familières. Cela me semble vraiment un effort futile. Il est impossible d'interdire la circulation des idées. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas tout simplement laisser aux chercheurs la liberté de décider quelles sont les idées ou les courants de pensée qui leur sont les plus intéressants ou les plus utiles. Et les laisser aussi la possibilité de modifier ces idées ou les pousser plus loin comme il leur semble utile. Et enfin, la peur politique française de l'importation de certaines idées étrangères me semble très ironique et même hypocrite, vu que la France, c'est l'un des exportateurs mondiaux numéro 1 de la théorie sociale. Alors, où serait-on à l'université américaine si le président Biden cherchait à interdire, à nous protéger de l'importation des idées de Foucault, de Bourdieu? On pourrait en discuter, mais je ne crois pas que ce serait la mesure juste. Donc, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi on chercherait à bloquer la circulation des idées. En fait, je suis venue à cette journée scientifique justement pour profiter de l'expertise, des connaissances, des idées de mes collègues françaises et français. Et en fait, c'est exactement ce genre d'échange qu'il faudrait encourager. Alors, juridiquement, il est vrai que le droit de la non-discrimination et qui est en ce moment aussi en France, mais dans d'autres pays européens, un des instruments les plus forts pour lutter contre le racisme et les discriminations raciales. Et c'est vrai qu'il a été importé par les États-Unis via l'Angleterre et le droit de l'Union européenne sur le continent. Donc il y avait des instruments, il y avait certes aux Pays-Bas, en France même, des instruments de droit pénal très limités, mais par exemple il y a toute une histoire assez passionnante sur la notion de discrimination indirecte qui a été inventée par la Cour suprême, Griggs, en 71 et qui est passée par l'Angleterre via le droit de l'Union européenne vers. Donc c'est vrai. Donc si je prends ça de manière très, et je sais que c'était pas mais j'essayais de chercher quelque chose de positif dans cette question d'importation de débat. Après, sur la vraie discussion, on importe avec la race, et sur ça, je reviens à ma réponse d'avant, ça, c'est un autre élément commun qu'on importe en Allemagne, en Autriche, en Italie, en France, etc., qu'on importe des débats en Europe centrale, en Hongrie, qu'on importe des débats américains, et que ça, c'est tout à fait, il ne faut pas du tout faire ça, parce que sinon on va importer avec tous les problèmes raciaux que les Américains ont. Donc ça, c'est vraiment Et moi, je trouve cet argument, je le trouve
parmi les plus difficiles à digérer. Moi, je pensais quand tu disais que la France ou quand même l'Europe a exporté, je pensais oui, elle a exporté. Le plus grand truc, c'est la pensée raciale que les Européens ont exportée par le biais de la... Donc, je trouve ça quand même incroyable comment on puisse dire que ça a été inventé ici par des penseurs. Il y a toute une histoire, comment ça s'est construit. Et de dire maintenant, vous importez... Non, peut-être c'est une réimportation. Et après, c'est vrai, il faut notre travail, qui travaillons sur ces questions en Europe, c'est vrai, les différences, la politisation, le contexte, c'est extrêmement important de faire les différences parce que c'est vrai, l'esclavage aux États-Unis, c'était pas la même chose que l'esclavage des Roms en Roumanie, etc. Mais ça, c'est notre travail à faire et aussi la question de la colonisation, les espaces qui étaient entre les colonies et c'était autre chose que l'esclavage qui se passait exactement dans le même pays, ce qui a entraîné aussi d'autres réactions. Ça, c'est un travail à faire à nous. Mais après qu'on prenne comme inspiration ces approches, ça encore c'est autre chose. Mais pour moi, encore une fois, je trouve ça intellectuellement très difficile cet argument de dire vous importez quelque chose d'américain quand l'idée de la race est née ici en Europe avec l'ère de lumière en partie. Donc on a eu l'historienne ce matin, excusez-moi, Cécile, excuse-moi. Voilà, donc toute la construction, c'était en Europe, c'est pas aux États-Unis que ça s'est construit. Ça a eu une histoire particulière, oui, mais après, donc moi, l'argument, j'ai extrêmement du mal avec. Alors moi, franchement, au Royaume-Uni, non, je ne pense pas qu'il y ait un discours équivalent. Je ne pense pas que je crois que le Royaume-Uni a une sociologie de la race bien à elle. Bien implanté dans les études postcoloniales. Il y a Stuart Hall, par exemple, l'un des fondateurs des Cultural Studies, qui a beaucoup travaillé sur les stéréotypes médiatiques et la dimension systémique des violences policières lors des émeutes raciales. Il y a Michael Banton, feu Michael Banton, avec qui j'ai eu le bonheur de boire une pinte de stout dans un pub, qui est un peu le doyen des études raciales. C'est le premier dans les années 60 à avoir... soutenu que la race était socialement construite. Et il y a aussi Paul Gilroy, avec qui j'ai aussi bu, qui a beaucoup travaillé sur la conscience afro-atlantique. Donc je pense qu'il y a les Britanniques n'ont pas découvert, enfin les sociologues en tout cas, les historiens n'ont pas découvert la race récemment. Et je pense que la sociologie de la race britannique est très intégrée avec son équivalent américain. Par contre, ce que je voulais dire ici, c'est que tout ce discours d'attaque contre ce champ d'études est très intéressant, notamment en France, mais également au Royaume-Uni, puisqu'il est en fait calqué sur celui des États-Unis. Ce que je suis en train de dire là, c'est que tout ce discours qui consiste à dire vos idées viennent des États-Unis, vous êtes woke, l'antiracisme divise. Vous culpabilisez les Blancs. Les Blancs seraient les victimes d'un racisme à l'envers. Mais tout ça vient des États-Unis. Donc ils sont eux-mêmes en train de copier inconsciemment, y compris votre président de la République, un discours américain. Et c'est ça qui est peut-être fascinant dans tout cela. Et c'est exactement le même discours qui prévaut au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'est plus, à mon avis, à l'avant-garde de la production de textes et d'idées soutenant les régimes d'inégalité raciale, mais elle a tendance à donc copier un petit peu les Américains, mais aussi les Français. Donc là, il y a peut-être une dimension sur laquelle on n'a pas encore beaucoup réfléchi, c'est l'adoption par un discours islamophobe d'extrême droite, etc., d'idées françaises, donc du déni d'islamophobie que j'ai analysé comme, si vous voulez, un argumentaire qui a ses origines en France, enfin très situé historiquement au début du XXIe siècle, XXIe siècle. Les théories du complot d'islamisation de l'Europe, évidemment, ces théories-là existent dans toutes les langues, j'en parle beaucoup dans mon livre, mais les principales, Eurabia et compagnie, sont toutes écrites en français. Bon, Eurabia a été écrit par Batilleur, qui se trouve être ma compatriote helvétique. Mais il y a une grande circulation de textes français. Le roman racial dystopique de Jean Raspail, Le Camp des Saints, il y a un culte autour de ce roman, et aux États-Unis et au Royaume-Uni, dans l'extrême droite. Et bien évidemment, c'est également le cas du Grand Remplacement de Renaud Camus,
qui est une idée qui fédère véritablement les extrêmes droites, et de nouveau de manière totalement transatlantique. Voilà, est-ce que j'en reste là? Oui, parfait, merci, c'est très éclairant. Avant de donner la parole à la salle, il y avait une dernière petite question qui peut être traitée juste en une minute. C'est du coup, on se demandait quelle perspective vous voyez de collaboration avec les collègues français, puisque apparemment on n'arrive pas à réfléchir sans vous. Donc voilà, c'était juste un dernier mot voilà, sur les perspectives de collaboration que ça vous inspire, cette discussion aujourd'hui. Oui, je dirais tout simplement une minute que la littérature française m'aide énormément, pas seulement avec l'écriture du livre sur l'Italie, mais en général, si je me sens vraiment en contact, en communication avec mes collègues comme Patrick Simon, avec lequel je travaille depuis des années. Je bénéficie énormément des œuvres des collègues comme Sarah Mouazouz, Mathilde Cohen, etc. Donc, oui, à mon avis, il y a vraiment peut-être je ne dirais pas une marée, mais une grande quantité d'œuvres françaises qui sont vraiment très, très utiles pour qui veut comprendre mieux ce que c'est la race et la racialisation. Donc, je laisse comme ça. Moi, je n'existerais pas sans ces collaborations, coopérations et les conversations. Donc voilà, et surtout aussi entre... Moi, il y a deux choses, en fait. Une partie, c'est les coopérations, conversations transdisciplinaires, parce que je pense que c'est extrêmement important, justement, surtout dans le contexte continental européen, où il y a vraiment un cloisonnement, donc ces événements-là, et je pense que c'est un bonheur dans ce sens-là, parce que ces questions-là, entre que ce soit le féminisme, race, etc., c'est des thématiques qui sont transversales, et donc qui portent à ce type de conversation, et non seulement dans un pays, mais au-delà de ça. Et après, une autre question que je me posais pendant cette journée-là, c'était aussi les conversations entre minorités racisées ou les études, parce que j'étais étonné sur l'absence quasiment aussi de la question des gens du voyage et des Roms, qui en Europe centrale, peut-être c'est aussi maintenant que j'ai vécu pendant des années en Hongrie, et de venir... et quasiment d'avoir une sorte de silence ou d'absence, peut-être c'est une question numérique, non, pas généralement, mais voilà, de voir s'il y a des possibilités de élargir aussi le camp de discussion entre minorités, racisées, etc., sur les thématiques, et cela de manière transversale. Et j'ai vu ça en mobilisant la Critical Race Theory. On a créé une summer school sur la question Critical Race Theory, Romani Studies, Critical Romani Studies. Donc voilà, ce type de conversation que ça permet donc pour partir sur une note plus positive que de dire tout va mal, etc. Alors, ne vous y trompez pas, il se passe des choses absolument merveilleuses et fascinantes en France. Je trouve qu'il y a une grande effervescence de la production sur ces questions-là, notamment l'islamophobie. Et personnellement, je suis un très grand consommateur de livres écrits en France par beaucoup de gens qui ont défilé aujourd'hui ici et par d'autres. Donc, je ne pense pas que la France soit à l'arrière-garde du tout. Je pense qu'il y a une résistance dans la sphère publique qui est peut-être plus forte, et il y a aussi une forme de résistance à l'intérieur des murs de l'université. C'est peut-être là la différence. Parce que nous, dans les universités britanniques, on est quasiment tous des islamo-gauchistes, donc on se soutient les uns les autres. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait le cas ici. Enfin, nous n'avons pas vraiment d'équivalent bon, je ne vais pas les nommer pour ne pas leur faire de tort, mais les Taguieff, bon, bref. Mais je voulais rebondir sur ce que Mathias a dit. Ce qui est vraiment important, en tout cas pour moi, c'est précisément cette synthèse, non pas transnationale, mais transdisciplinaire. Donc moi, pour analyser les formes de racisme systémique et institutionnalisé qui ont visé les juifs et les musulmans à travers l'histoire, je me dois d'utiliser la sociologie américaine de la race, la critique postcoloniale américaine, britannique et française, l'histoire juive médiévale en français et en anglais, l'étude de l'islamophobie dans toutes ces langues évidemment. Et je pense que c'est là où je me sens parfois un petit peu seul, parce que cela peut peut-être vous paraître évident qu'il faille faire cela, mais la réalité est que cela n'arrive pas très souvent. Comme tu le disais, Mathias, il y a un cloisonnement qui est dû au fait
que certains de ces champs sont hostiles, littéralement, les uns par rapport aux autres. L'étude de l'antisémitisme et de la Shoah et l'étude de la condition coloniale et postcoloniale sont hostiles les unes aux autres, malheureusement, pour des raisons politiques. Et donc il y a une séparation stricte qui n'a rien à voir avec ni la langue, ni le lieu de travail des individus qui sont impliqués dans ces recherches, mais plutôt des positions politiques concurrentielles, si vous voulez. Hein. Donc, pour résumer très simplement, l'idée de la singularité de la Shoah n'est pas compatible avec celle selon laquelle les Juifs seraient des Blancs privilégiés, qui n'est pas totalement compatible avec celle de la racialisation des musulmans, etc. Donc je crois que le défi est vraiment essayer de construire des ponts, non pas entre les pays, mais ces départements ou ces champs d'études qui sont pas très bien intégrés. Voilà. Ouais, merci pour ces dernières remarques. Donc il nous reste une quinzaine de minutes pour prendre des questions. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions à poser à nos invités. Il y a 2 micros qui peuvent circuler. Oui, il me semble qu'il y a un point que vous n'avez pas complètement abordé dans les formes de circulation des savoirs et puis des paradigmes de recherche, c'est celui de l'hégémonie. C'est-à-dire, en fait, ce qui est très critiqué dans le cas américain, c'est pas simplement que, dans le débat public, on dit oui, les idées viennent des États-Unis, mais dans le champ universitaire, ce qui est souvent critiqué à l'égard des États-Unis, c'est une position de suprématie, en fait, dans la formulation des... Bon, c'est le texte de Vacan et de Bourdieu sur comment c'est en français, enfin, The Cunning of Imperialist Reason. Ouais. Donc là, il y a l'idée qu'il y a un prisme qui a été conçu dans un contexte historique particulier, d'ailleurs avec des limites déjà observées et des débats internes aux États-Unis, et qu'il y a une sorte de reproduction relativement fainéante de la part d'un certain nombre de chercheurs dans le champ européen qui vont reproduire tout ça aussi pour pouvoir accéder à des vecteurs de publication internationaux, travailler leur propre réputation. Bref, il y a quand même une critique de cette nature-là qui est anti-intellectuelle. C'est-à-dire il y a une pensée autonome européenne qui est devenue indigente, en tout cas incapable de s'opposer à cette espèce d'impérialisme sur l'eau compresseur américain. Donc, bon, dans lequel la race joue un rôle très déterminant, mais pas le seul. Merci, Patrick. Ils sont intimidés. Tout le monde est épuisé. Ok, bah je vous laisse la parole si vous voulez aller répondre à Patrick. Ça vaut pour le critical race theory aussi. Non, je dirais que je suis d'accord, Patrick, que Vacan et Bourdieu suggéraient, oui, qu'en fait, que je ne sais pas si on peut dire que les chercheurs français, européens étaient prostrate ou incapables de répondre vraiment à l'attaque académique américaine. Mais je dois dire, je suis d'accord, très d'accord avec Loïc que, en fait, il existe un certain ethnocentrisme dans la recherche américaine. Il n'y a pas de question, ça, c'est clair. Mais c'est précisément pour ça qu'on a besoin d'encourager les échanges, de pousser mes compatriotes à élargir un peu leurs frontières. Oui, de penser plus aux comparaisons internationales, tout ça. Donc, en fait, je crois que la vision ou la perspective de Loïc Vacan était correcte à l'égard de l'ethnocentrisme états-unien. Mais en fait, peut-être il sous-estimait les chercheurs en Europe. C'est peut-être surtout ça. Oui, Nasser. Merci beaucoup pour vos interventions et vos éclairages qui nous ouvrent effectivement des horizons aussi.
Dans la continuité de la question de l'hégémonie, je voulais aborder la question de la langue et du cas, parce qu'il y a aussi cette obsession française. Nous avons une académie française de la langue, n'est-ce pas? Le français, c'est la France c'est le français. Donc il y a une forme de dénaturation, voire de viol de l'intégrité de la nation dès lors que les choses sont dites à partir de concepts en anglais qui parfois même ne sont même pas traduits et qui, par leurs détracteurs, ne sont pas traduits. Hein. C'est-à-dire parler du gender, par exemple. Alors, on ne parle pas de race, hein, c'est intéressant, on ne met pas l'accent, parce qu'au fond, la France a quand même une familiarité très profonde et très ancienne avec la race, elle ne peut pas le nier. Mais cette façon de disqualifier en anglicisant les termes fait aussi partie de la discussion, il me semble, qu'on peut avoir. Et je pense qu'il y a un aspect de l'hégémonie de l'anglais qui doit être adressé, parce que sinon il l'est par des détracteurs qui font des mauvais procès, qui ne nous intéressent pas et qui nous font perdre du temps. Mais comment aborder la question de l'hégémonie de la langue anglaise, comment faire droit et comment créer ces espaces de discussion pour que, effectivement, alors ça ne veut pas dire que il faudrait tout faire pour qu'on n'ait plus à lire la littérature anglophone, c'est pas ça. Mais adresser véritablement l'hégémonie de la langue anglaise, ce qu'elle nous impose, ce qu'elle ne permet pas, ce qu'elle permet. Et ça, je pense que c'est une discussion qui serait importante d'avoir dans ces échanges transdisciplinaires. Alors peut-être pas entre États-nations, puisqu'effectivement c'est un modèle qui commence un peu à être fatigant. Y compris quand il déclenche des guerres en Europe. Enfin, c'est surtout à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Hein, mais enfin, c'est quand même une question mondiale aujourd'hui, la question des États-nations. Comment on peut dépasser justement ces frontières-là pour parler des langues comme étant des vecteurs d'échange et non pas comme des vecteurs d'imposition, d'influence, de corpus, y compris d'ailleurs avec des bourses internationales. Enfin, quand on voit la dissymétrie, la disproportion des fonds aujourd'hui qui sont attribués à la recherche, si elle se fait en anglais, et si elle ne se fait pas en anglais, elle n'est pas financée. Donc il y a vraiment des questions là qui seraient intéressantes à examiner. Comment vous percevez cela, puisque vous naviguez entre ces différentes langues, et c'est vraiment, il me semble, utile d'avoir votre éclairage. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce panel vraiment passionnant. Donc juste Maya Spano, je suis ex-chercheuse en relations internationales au Royaume-Uni et aujourd'hui je ne travaille plus dans le monde universitaire. D'où peut-être ma question. Je me demandais dans quelle mesure vous prenez part dans le débat public dans les pays dans lesquels vous exercez sur des questions de racisme, de discrimination. Et au vu de ce qui se passe aussi en France, et encore une fois, je suis externe au débat académique sur l'islamo-gauchisme, mais je suis témoin de ce qui se passe dans ce pays. Donc, quelle mesure pour vous il faut éviter ce débat avec les pouvoirs publics, avec parfois aussi, pouvoirs publics, médias, etc. Ou dans quelle mesure il faut se positionner et au contraire participer pour faire avancer la discussion. Deuxième question que j'avais pour Mathias, c'était, Mathias, tu mentionnais qu'en Autriche, maintenant, on a enlevé le mot race et on parle maintenant de ethnie à nouveau. Et je me demandais dans quelle mesure cela s'inscrit dans un héritage de l'Empire austro-hongrois, peut-être. Est-ce qu'on revient à des catégories précédentes qui existaient dans des recensements 19e siècle, début du 20e siècle, ou est-ce que ça n'a rien à voir avec cet héritage historique? Merci. Merci. S'il n'y a pas plus de questions, je vous laisse répondre dans le sens qui vous va. Alors, sur la question de l'hégémonie de la langue anglaise, c'est une réalité, bien évidemment. Je n'ai personnellement pas d'autre solution que de continuer à écrire en français, au moins autant que j'écris en anglais. C'est un choix conscient que j'ai pris puisque j'aime bien ramener ma fraise un petit peu en France dans les débats et avoir la légitimité de le faire. Mais je suis parfaitement conscient que cette humble contribution est également le produit de mon privilège, c'est-à-dire le privilège d'avoir été dans une école où on m'a appris le français, etc.
heureusement, je suis soutenu institutionnellement, c'est-à-dire que j'ai reçu du financement britannique pour écrire un livre en français. Je ne sais pas si l'inverse est possible. Et je suis aussi financé pour venir ici régulièrement, aller à la BNF, qui est un endroit que j'aime beaucoup, et dont il n'y a pas d'équivalent au Royaume-Uni. Donc voilà, sous le ton de la plaisanterie, ma petite contribution à moi est de continuer à écrire dans des langues. J'écris également en persan, qui est ma langue maternelle, et j'ai fait des efforts surhumains à pouvoir maintenir ces 3 langues dans ma production. Mais je n'ai pas de réponse plus systémique à ce problème, malheureusement. En ce qui concerne le débat public, je pense qu'il est absolument indispensable de continuer à intervenir dans le débat public. Évidemment, je suis parfaitement au courant que c'est très difficile parfois, puisque nos voix sont, si elles ne sont pas réduites au silence, elles sont quand même dans une large mesure diabolisées dans l'espace public et ici, mais également au Royaume-Uni, peut-être dans une moindre mesure. Et en ce qui concerne l'islamo-gauchisme, c'est quelque chose que j'aime bien assumer pour le subvertir. Je ne sais plus quel grand écrivain a dit qu'il y a des crachats qui sont des décorations. Donc c'est pour ça que je l'assume. Mais je le critique également d'un point de vue historique, puisque j'ai beaucoup travaillé sur ce que j'appelle le complotisme racialisé, c'est-à-dire le complotisme antisémite et islamophobe, c'est-à-dire, donc pour résumer en gros, des mythes de domination juive, les mythes d'islamisation de l'Europe, etc., etc. Et je remarque que souvent, dans ces théories du complot et le langage de ces théories du complot, il y a toujours un groupe non racialisé qui est considéré comme la 5e colonne, qui soutient la minorité racialisée, qui soutient les juifs, qui soutient les musulmans. Et c'est pour ça que je replace l'islamo-gauchisme dans une lignée beaucoup plus ancienne du judéo-maçonnisme, du judéo-bolchevisme, etc., etc., puisque les gens qui produisent ce genre de discours complotistes ont 2 buts. L'un étant précisément la racialisation, la diabolisation d'un groupe racial comme étant une menace existentielle pour la nation ou la civilisation, puisque c'est ça l'islamisation. C'est ça le mythe de domination juive, c'est la destruction, l'anéantissement de l'Occident par le juif, par le musulman. Mais c'est également un moyen d'épingler les ennemis politiques, les adversaires politiques. Et l'adversaire politique, c'est, alors pour simplifier, en gros, la gauche, toujours, c'est-à-dire dans les protocoles des sages de Sion, c'est les anarchistes, les socialistes, etc. Il y a évidemment le judéo-bolchevisme. Et tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne s'inscrit pas dans l'ethno-nationalisme, et tout ce qui est un tout petit peu à droite, un tout petit peu à gauche du centre, est en général épinglé dans ce genre de discours complotistes. Donc il y a là clairement des précédents historiques et des parallèles. Merci pour les questions. Je vais répondre à la question ponctuelle sur l'Autriche et ce passage. Moi, je n'avais pas réfléchi à cette potentielle continuité historique et qu'on est revenu à quelque chose qui était là pendant l'Empire austro-hongrois. Moi, je l'avais plutôt interprété que les Autrichiens voulaient être un peu plus rapides que les Allemands, et donc ils ont fait, et les Allemands n'ont pas encore fait. Il y a un peu un complexe d'infériorité de la part de l'Autriche envers l'Allemagne, et donc je pense, j'avais interprété ça plutôt ça, mais je vais regarder s'il y avait un peu plus un retour à des catégorisations qui préexistaient, et que la race était perçue comme quelque chose qui venait d'ailleurs, ou que les nazis avaient importé. Bon, c'est ce qui est quand même très difficile à soutenir. Sur la question linguistique, il y a deux aspects, je trouve. Un qui est que la langue anglaise facilite énormément d'écrire, parce que si je pense devoir écrire en allemand, le mot race, il y a quand même une crispation, et peut-être aussi en razza en italien, ou race, je ne sais pas, peut-être le français, je le parle, c'est ma 4e langue, donc le français, j'ai peut-être plus de distance par rapport à quelque chose qui dans l'éducation on t'a mis quelque part. Mais donc l'anglais facilite énormément, ça c'est une chose. Et d'autre part, la question linguistique est extrêmement importante. Donc, dans le livre qu'on a édité avec Ouria Bentouami sur la Critical Race Theory et les grands écrits,
une pensée était vraiment pour les chercheurs en droit, parce qu'en droit, je disais, le droit est extrêmement fermé. Citer trop de sources anglaises, d'origine anglaise, était négatif. Et quelqu'un qui voulait écrire sa thèse en utilisant les écrits en anglais de Kim Crenshaw et d'autres, Angela Harris, Cheryl Harris, etc., ça, à l'agrégation ou à la qualification, on regarde ça encore d'un œil un peu. Pourquoi vous ne citez pas la langue, les écrits français au lieu de vous inspirer des choses en anglais? Donc il y avait cette pensée-là, outre que c'était une double traduction, en partie une traduction vraiment linguistique, mais autre, on a demandé aux contributeurs d'écrire une sorte de chapeau en quoi cet article, cette contribution s'appliquait ou s'appliquait pas dans le contexte français. Donc il y avait cette idée-là aussi linguistique de que c'était important d'avoir une sorte de double transfert, mais ce qui rend beaucoup plus de travail au lieu d'utiliser l'anglais. Donc il y a deux facettes, à mon avis. Une part, ça facilite d'écrire en anglais, et peut-être, oui, c'est hégémonique, mais linguistiquement, ça aide. Mais d'autre part, il y a aussi toute une partie c'est vrai, de revenir à des choses qui existent dans la langue d'origine et de voir comment ça fonctionne, voilà. Et moi aussi, je voulais dire, Nassira, que je crois que tu soulèves une question importante, la question de l'hégémonie de la langue anglaise. Mais il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. D'abord, aujourd'hui, avec la technologie de traduction, les technologies de traduction qu'on a, en fait, c'est un moment dans lequel je crois que surtout les jeunes, peut-être, sont très capables de passer d'une langue à une autre, de traduire automatiquement, rapidement. Donc, je ne crois pas que les langues soient les mêmes barrières qu'elles pouvaient être en passé. Et aussi, en fait, j'ai remarqué comme la langue anglaise vient utiliser aussi pour mettre une certaine distance. En fait, tu l'as signalé quand tu as parlé de gender. Quelque chose qui me frappe beaucoup comme afro-américaine, c'est l'usage du mot black en français au lieu de dire noir. Alors ça, c'est une utilisation stratégique de l'anglais. Donc ça sert à quelque chose quand même, l'anglais de ce point de vue. Et puis pour la question sur les prises de position publique, politique, tout ça, dans mon cas, j'ai beaucoup travaillé avec notre bureau de recensement aux États-Unis. Je travaille actuellement avec cette académie nationale sur les questions de race et génétique. Et de mon point de vue, le travail, les recherches que je fais sur les classifications raciales visent toutes à essayer de faire comprendre mes compatriotes que ces catégories ne sont pas des catégories essentielles, biologiques, fixes, objectives, etc. Et donc, je vois mon travail comme largement basé dans une approche politique. En fait, pour moi, la politique est centrale, une politique antiraciste est centrale à ce que je fais. Je crois que c'est un bon mot de la fin, que tout est politique. Merci beaucoup à tous pour d'être restés jusqu'ici. Merci pour ces dernières interventions qui ont vraiment très bien clôturé et donné des perspectives à ces travaux. Mais merci à l'ICM de nous avoir permis d'organiser cette journée. Et merci donc à vous d'être restés pour ceux d'entre vous qui êtes restés, qui êtes là, d'être restés jusqu'au bout. Merci beaucoup.